Quand le tout-puissant Hollywood lui a fait signe, offrant des millions, elle a répondu avec dédain: Je ne suis pas née pour porter des paniers, et a envoyé les magnats américains au diable. Elle a porté des crocodiles vivants chez Cartier pour qu'on lui fasse un collier de milliers de diamants. Elle a fait construire un métro à Mexico par son mari milliardaire juste parce qu'elle détestait les embouteillages. Et aux funérailles de son propre fils, elle n'a pas versé une larme, déclarant: Mes larmes n'appartiennent qu'à moi. Le monde l'appelait la Donia, la générale suprême du cinéma et la plus grande dévoreuse d'hommes du XXe siècle. Mais peu savent que cette armure d'arrogance et d'or a été forgée dans l'enfer de la violence domestique et de la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'anatomie du pouvoir féminin absolu et découvrir comment Maria Félix a arraché son cœur pour mettre le monde patriarcal à genoux. Elle ne se contentait pas d'entrer dans une pièce, elle y faisait irruption, comme une tempête ornée d'or. Si vous avez cliqué sur ce titre, c'est que vous voulez connaître l'histoire de la femme qui a mis le monde patriarcal à genoux, sans même salir l'ourlet de sa robe. Vous êtes ici pour comprendre le phénomène Maria Félix, la Doña, la générale suprême du cinéma mexicain. Préparez-vous, ce n'est pas simplement la biographie d'une belle actrice. C'est une analyse dure, cynique et incroyablement instructive de comment une femme fragile construit autour d'elle une forteresse imprenable, pour que plus jamais personne ne puisse lui faire de mal. Vous verrez que la vraie Maria Félix était bien plus complexe, effrayante et majestueuse que son mythe. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on prend. Et Maria Félix l'a pris tout entier. Acte 1. Le refus global. Pour saisir l'ampleur véritable de la personnalité de Maria Félix, il faut d'abord comprendre le contexte de l'époque où elle a vécu. Imaginez le milieu du XXe siècle. Hollywood n'est pas juste un endroit sur une carte, c'est l'Olympe, le sommet de la chaîne alimentaire de la culture mondiale. Pour toute actrice d'Amérique latine, d'Europe ou d'Asie, une invitation à Hollywood équivaut à toucher le divin. C'est le rêve ultime pour lequel on trahit sa patrie, change son nom, refait son visage et oublie sa langue maternelle. Les attentes du public et des producteurs étaient simples. Si Hollywood te fait signe, tu cours. Tu rampes à genoux, remerciant le destin. La réalité de Maria Félix a pulvérisé ses attentes. Elle est devenue la seule actrice de niveau mondial à non seulement refuser Hollywood, mais à le faire avec un tel dédain, comme si on lui avait proposé une pomme pourrie. Ce refus est devenu le socle de sa légende, prouvant que le pouvoir, c'est la capacité de dire non, là où tous les autres disent oui. En 1946, le légendaire réalisateur américain Cecil B. DeMille, créateur de blockbusters épiques, décide qu'il veut la plus belle femme du monde dans son nouveau film. On pourrait croire que le destin tend un billet d'or. Mais Maria, après avoir lu le scénario, y voit ce que tous les producteurs hollywoodiens voient dans les femmes latino-américaines. Le rôle d'une sauvage, sensuelle mais soumise. Un joli meuble pour le héros blanc. On lui proposait des rôles d'indienne, de danseuse, de maîtresse passionnée de second plan. Pour Hollywood, elle était exotique. Pour elle-même, elle était reine. La réponse de Maria Félix est entrée dans l'histoire. Quand on lui a proposé un énième rôle de fille de la jungle, elle a déclaré sans ciller: « Je ne suis pas née pour porter des paniers ». Et elle a ajouté une phrase encore plus cinglante, qui est citée comme un modèle de respect de soi. « Je ne jouerai pas les dindes ». Jeu de mots, refus de jouer des rôles stéréotypés des peuples autochtones dans un contexte humiliant. Elle savait parfaitement ce qu'avaient fait Dolores Del Rio et Lupe Vélez, ses compatriotes. Elles étaient parties à Hollywood et s'étaient retrouvées coincées dans le rôle de piment latin. Maria, elle, a décidé: mieux vaut être la première au Mexique et en Europe que la deuxième en Californie. Elle a dit: au Mexique, je suis Doña. À Hollywood, je ne serai qu'une autre belle brune. Ça ne m'intéresse pas. Ce refus était un coup stratégique de génie, bien qu'il ait semblé capricieux. Maria Félix a utilisé le principe de rareté. Plus elle disait non fort, plus on la désirait. Elle a inversé la dynamique du pouvoir. Habituellement, les acteurs ont besoin des producteurs. Mais Maria a forcé les producteurs à avoir besoin d'elle. Elle ne se contentait pas de refuser, elle les humiliait avec ses conditions. Quand les agents hollywoodiens tentaient de la noyer sous l'argent, elle répondait que son temps valait plus que leur budget, car elle le passait à vivre, pas à servir leurs fantasmes. Elle tournait en France, en Espagne, en Italie, travaillait avec Jean Renoir et Louise Buñuel, montrant à Hollywood: « Regardez, je suis une star mondiale sans votre bénédiction. » Cela a créé un précédent unique.
Elle a prouvé qu'on peut construire une marque personnelle globale en ignorant complètement le centre de pouvoir de l'industrie. Elle a forcé Hollywood à la respecter précisément parce qu'elle n'en avait pas besoin. C'est là que réside la première leçon de l'Adonia. Votre valeur aux yeux des autres est déterminée par ce que vous êtes prêt à refuser. Le consentement vous rend commode. Le refus vous rend précieux. Maria Félix n'est pas allée à Hollywood non pas par peur de l'échec, mais parce que ses ambitions étaient plus grandes que d'être une belle décoration. Elle voulait être le personnage principal de sa vie, pas un personnage secondaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Mais d'où vient cette confiance en acier? D'où une jeune femme de province mexicaine a-t-elle tiré le courage d'envoyer promener millionnaires et magnats? La réponse ne réside pas dans sa force, mais dans sa blessure la plus profonde. Pour comprendre comment elle est devenue si inébranlable, nous devons revenir en arrière, au moment où elle était faible, humiliée et totalement impuissante. Au moment où sa haine est née. Vous pensez qu'elle est née prédatrice? Non. On a forgé la prédatrice en elle dans l'enfer de son premier mariage. Le prochain acte de notre histoire est le fondement sanglant de son caractère. Nous partons pour Guadalajara, pour voir comment d'une fille soumise est né le monstre qui dévorera tous les hommes sur son chemin. Acte 2. Guadalajara est le premier sang. Il y a un mythe dangereux, celui que les femmes fortes naissent ainsi. Que Maria Félix est venue au monde avec un cigare entre les dents et un regard méprisant qui fait faner les fleurs et pâlir les hommes. C'est un mensonge. Si le chapitre précédent sur Hollywood montrait le triomphe, celui-ci révèle le prix payé pour entrer dans ce club. Pour comprendre la tyrannie de Maria Félix, il faut d'abord la voir en victime. La psychologie nous enseigne, le contrôle absolu est toujours une réaction à l'impuissance absolue. L'Adonia n'est pas un don de la nature. C'est une armure forgée dans le feu de l'humiliation pour protéger un corps tendre et saignant, caché à l'intérieur. Sans cette histoire, sa biographie n'est qu'un conte de fées sur une belle chanceuse. Avec elle, c'est une chronique de survie. Tout a commencé à Guadalajara, en 31. Maria avait seulement 17 ans. Elle était d'une beauté éblouissante, mais complètement naïve. Cherchant à fuir un père sévère qui la tenait sous contrôle, elle a commis l'erreur classique, épouser le premier venu qui lui promettait la liberté. Son choix s'est porté sur Enrique Alvarez Alatorre, un vendeur de cosmétiques, un homme de la bonne société. Mais au lieu de la liberté, Maria s'est retrouvée dans une cage encore plus étroite. Son premier mariage est devenu un exemple classique de tyrannie domestique. Ce n'était pas une histoire de coups, bien que les rumeurs aient circulé, mais une histoire de destruction psychologique totale. Son mari l'a enfermée entre 4 murs. Elle n'avait pas le droit de parler à des étrangers, de sortir sans être accompagnée, d'avoir sa propre opinion. Il lui répétait méthodiquement qu'elle n'était qu'une poupée stupide et inutile, dont le seul rôle était d'embellir sa vie et de se taire. Le tournant est arrivé quand Maria a réalisé qu'elle commençait à perdre la tête. Elle regardait dans le miroir et ne voyait pas une future légende, mais une ombre. Alors, elle a fait l'impensable pour le Mexique catholique des années 30. Elle a demandé le divorce. La société de Guadalajara, hypocrite et puritaine, l'a immédiatement boycottée. Une femme divorcée était considérée comme déchue, abîmée. Mais le coup le plus dur est venu de son ex-mari. Profitant de ses relations et du fait que Maria n'avait pas un sou, il lui a enlevé son fils unique, Enrique Alvarez Félix. Il lui a littéralement arraché l'enfant des bras, déclarant qu'une prostituée ne peut pas élever un fils. Maria s'est retrouvée seule, sans argent, sans famille. Son père l'a maudite pour le divorce. Sans enfant et sans avenir. C'est à ce point zéro, sur le sol froid d'un appartement vide, que la jeune fille naïve Maria est morte. À ce moment, elle s'est fait un serment terrible qui a déterminé toute sa vie future. Elle a juré de devenir si riche, si influente et si redoutable qu'aucun homme au monde n'oserait plus jamais décider de son destin. Je deviendrai quelqu'un et je récupérerai mon fils. Et ensuite, je les ferai tous payer. Ce n'est pas une réplique de film, c'était son programme d'action. Elle a compris que dans le monde des hommes, seule la force et l'argent sont respectés. Les larmes ne fonctionnent pas. Les supplications ne fonctionnent pas. Seule la botte posée sur la gorge fonctionne. C'est ici que réside le secret de sa phrase sur le cœur d'homme. Ce n'était pas une métaphore de l'identité de genre. C'était une métaphore d'une opération chirurgicale pour enlever l'empathie. Elle a extirpé sa vulnérabilité comme une tumeur cancéreuse. Maria Félix n'est pas allée à Mexico pour la gloire.
Elle y est allée pour le pouvoir. Sa cruauté envers les hommes à l'avenir est une vengeance infinie contre ce premier vendeur de cosmétiques qui l'a fait se sentir insignifiante. Elle est devenue prédatrice non pas parce qu'elle voulait tuer, mais parce qu'elle avait peur de redevenir proie. Elle a récupéré son fils quand elle est devenue riche, mais comme nous le verrons plus tard, le traumatisme de cette séparation a à jamais mutilé leur relation. Elle l'aimait comme elle avait appris à vivre, par le contrôle et la domination. Désormais, elle avait la rage et un but. Mais pour gagner, la colère ne suffit pas. Il lui fallait un outil. Elle devait créer une image visuelle qui ferait trembler les gens avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Ensuite, nous examinerons comment elle a construit son apparence comme un ingénieur. Vous découvrirez pourquoi les producteurs la suppliaient de corriger ses dents et d'épiler ses sourcils, et pourquoi son refus de le faire est devenu une révolution esthétique. Nous entrons dans l'atelier où le masque de la Donia a été façonné. Acte 3. Sourcils, voix et cigares. Dans le monde du show business des années 40, la beauté féminine obéissait à des standards rigides. C'était l'époque de Marlène Dietrich et Greta Garbo, l'ère des sourcils épilés en fil, de la peau de porcelaine et des créatures fragiles et éthérées que les hommes voulaient protéger. Une actrice devait ressembler à une poupée, parfaite, lisse et, surtout, inoffensive. Maria Félix comprenait une chose fondamentale que ses contemporaines négligeaient. La beauté seule est une marchandise bon marché. À Mexico, il y avait des milliers de jolies filles. Pour devenir la Doña, elle avait besoin de plus. Elle avait besoin d'une apparence qui non seulement plaisait, mais qui effrayait et soumettait. Elle ne voulait pas être protégée, elle voulait qu'on la craigne. Et pour cela, elle a défié toutes les règles esthétiques de l'époque, transformant ses défauts naturels en une arme de destruction massive. Elle ne suivait pas la mode, elle la pliait à sa volonté. Quand Maria est apparue pour la première fois dans les studios, les professionnels ont été horrifiés. Les producteurs, maquilleurs et photographes voyaient en elle un diamant brut nécessitant d'être taillé. Leur critique était précise. Premièrement, ses sourcils étaient trop épais et larges, presque masculins. C'est vulgaire, lui disait-on. Deuxièmement, ses dents n'étaient pas parfaitement alignées. Troisièmement, sa voix était trop grave, presque gutturale, dépourvue des notes cristallines considérées comme féminines. On lui a proposé un package d'amélioration standard. Épiler les sourcils, poser des facettes, apprendre à parler plus haut et plus doucement. Toute autre actrice débutante, avide de gloire, aurait accepté sans hésiter. Maria Félix a dit un non ferme. Elle a déclaré que son visage était sa propriété et que s'il voulait la filmer, ce serait telle qu'elle était. Maria a transformé son visage en une architecture de pouvoir. Parlons de son célèbre sourcil. Elle n'a pas seulement refusé de l'épiler, elle a commencé à accentuer cette courbe, la rendant encore plus dramatique. Son geste célèbre, le sourcil droit levé, est devenu sa signature. Ce geste remplaçait 1000 mots. Il exprimait tout: scepticisme, mépris, supériorité et indifférence totale à l'opinion de l'interlocuteur. D'un simple mouvement de sourcil, elle pouvait détruire l'ego d'un homme sans prononcer un mot. C'était un code visuel de domination. Quant à sa voix, plutôt que d'essayer de paraître douce, Maria a travaillé à abaisser son timbre. Elle fumait des cigares forts non seulement pour le plaisir, mais pour ajouter à sa voix une rauque et une lourdeur veloutée. Elle a appris à parler lentement. Psychologiquement, c'est une technique très puissante. Les serviteurs parlent vite, essayant de tout dire avant qu'on ne leur coupe la parole. Les reines parlent lentement, car elles savent qu'on les attendra. Sa voix sonnait comme un verdict sans appel. Et bien sûr, les attributs masculins. Cigares, pantalons larges, ceinture militaire, bottes. Elle a intégré des éléments de machisme dans sa garde-robe féminine. Mais le paradoxe était que dans les vêtements masculins, elle paraissait encore plus sexy. Elle semblait dire « Je peux jouer sur votre terrain, avec vos règles, et gagner quand même ». Elle s'est approprié le droit au plaisir et à la liberté masculin, tout en restant incroyablement désirable. Maria Félix a donné au monde une leçon de personal branding un demi-siècle avant l'apparition de ce terme. Elle avait compris, les défauts sont ce qui vous rend unique. Si elle avait écouté les producteurs et épilé ses sourcils, elle serait devenue juste un joli visage de plus dans les vieux films en noir et blanc. En laissant tout tel quel et en élevant cela au rang de culte, elle est devenue une icône. Son visage est devenu un masque derrière lequel elle cachait ses peurs. Plus le maquillage était agressif, plus le sourcil se levait haut, plus elle se sentait en sécurité.
Elle a créé l'image d'une femme à qui on a peur de s'approcher, car elle savait, ceux qu'on craint ne subissent pas de violence. Elle avait maintenant une armure. Elle avait une épée sous forme de voix et un bouclier sous forme de mépris. Mais toute arme a besoin d'un test au combat. Elle avait besoin d'un adversaire digne. Elle avait besoin d'un homme qui était lui-même une légende, pour qu'en le battant, elle puisse s'approprier sa force. Le prochain acte raconte comment elle a absorbé le plus grand compositeur du Mexique. Agustín Lara pensait avoir trouvé sa muse, mais il ignorait qu'il avait amené chez lui son dictateur. Acte 4. Les hommes comme accessoires. Dans le scénario patriarcal classique, une femme qui vise le sommet utilise un homme comme une échelle. Elle trouve un protecteur influent, s'accroche à son bras pendant qu'il lui ouvre des portes, et peut-être devient-elle son ombre. Maria Félix a déchiré ce scénario en morceaux. Elle ne cherchait pas des protecteurs, elle cherchait des trophées. Pour consolider son statut de déesse, elle avait besoin de plus qu'un mari riche, elle avait besoin de quelqu'un qui possédait l'âme de la nation. Dans le Mexique des années 40, cet homme était Agustín Lara, le plus grand compositeur, auteur de chansons immortelles, une légende vivante. Il était la voix musicale de l'Amérique latine. L'union de Maria Félix et Agustín Lara n'était pas importante comme une histoire d'amour, mais comme une démonstration de la nature prédatrice de son pouvoir. C'est le cas parfait de comment Maria absorbait la grandeur de ses partenaires, se l'appropriant. Elle ne voulait pas être l'épouse d'un génie, elle voulait que le génie travaille pour son immortalité. Leur mariage, conclu en 1945, a choqué le public. C'était une union classique de la belle et la bête. Maria était au zénith de sa beauté physique, parfaite, majestueuse, inatteignable. Agustín Lara était beaucoup plus âgé, maigre, maladif, avec une cicatrice profonde traversant tout son visage, trace d'un coup de couteau d'une femme jalouse dans un bordel dans sa jeunesse. Les gens murmuraient « Qu'a-t-elle trouvé en lui ?» La réponse était simple. Elle avait trouvé en lui un piédestal. Agustín était follement amoureux, obsédé par elle. Maria, elle, se laissait aimer. Dans leur relation, elle a immédiatement pris la position de dictateur. Si dans son premier mariage, elle était enfermée dans une cage, maintenant, elle tenait en laisse l'homme le plus célèbre du pays. Elle disait ouvertement qu'elle l'avait épousé non par passion, mais parce qu'il était le seul à pouvoir lui parler d'égal à égal intellectuellement, et qui était prêt à satisfaire tous ses caprices. Le point culminant de leur relation et la preuve principale de son attitude consumériste envers le talent de son mari fut l'histoire de la création de la chanson Maria Bonita, Belle Maria. Cet hymne d'amour, que les sérénades chantent encore dans le monde entier, n'est pas né d'un élan romantique sous la lune. Il est né de la peur et d'une tentative de rachat. L'histoire raconte qu'après une dispute, lorsque Maria, en colère, menaçait de partir, Agustín s'est assis au piano. Il savait que des excuses ordinaires ou des diamants ne fonctionneraient pas. Sa fierté exigeait quelque chose de plus grandiose. Il devait lui offrir l'éternité. Il a écrit « Te souviens-tu, à Acapulco, Maria Bonita, Maria de mon âme ?» Quand il lui a joué cette mélodie, Maria a troqué sa colère contre la clémence. Mais regardez comment elle l'a pris. Pour elle, cette grande chanson est devenue une sorte de selfie réussi. Elle a accepté ce chef-d'œuvre comme un dû, comme un tribut que le vassal paye à sa reine. Plus tard, lorsque leur mariage a commencé à s'effondrer à cause de la jalousie dévorante d'Agustín, il a même tenté de lui tirer dessus dans un accès de folie, Maria l'a quitté avec un sang-froid glacial. Il existe une légende sur la façon dont elle a quitté leur maison commune. Elle n'est pas partie avec une valise, pleurant dans un taxi. Non, elle a tout emporté. Meubles, tableaux, tapis. Quand Agustín est rentré chez lui, il a trouvé des murs vides et un écho. Elle a pris les biens matériels, mais surtout, elle a pris la chanson. Après le divorce, Maria Bonita est devenue associée exclusivement à elle, et non à lui. Elle la chantait, entrait sous ses accords dans les salles, en faisait son hymne personnel. Agustín Lara est resté un vieil homme brisé, ayant écrit son meilleur tube pour une femme qui l'avait détruit. Maria Félix a montré que dans ses relations avec les grands hommes, elle jouait le rôle de veuve noire de la culture. Elle ne les tuait pas physiquement, mais elle buvait leur force vitale et leur talent pour briller davantage. Le mariage avec Lara lui a donné du poids intellectuel. Elle n'était plus seulement une belle actrice, elle était devenue la muse du génie. Mais, à la différence des muses traditionnelles qui inspirent et disparaissent, Maria a fait en sorte que le génie devienne simplement une note de bas de page dans sa biographie. Elle a prouvé que l'amour pour une femme alpha n'est pas la fusion de deux âmes, mais l'annexion du territoire du partenaire.
Agustín Lara a été vaincu. Il était trop faible, trop vieux et trop sentimental pour elle. Maria avait besoin d'un nouveau défi. Elle avait besoin d'un homme qui incarnerait l'essence même du machisme mexicain. Un homme qui serait aussi arrogant et fort qu'elle. Et le destin l'a mise sur le chemin de Jorge Negrete. Leur rencontre n'a pas commencé par de l'amour, mais par une haine mutuelle sur le plateau. Ce n'était pas de la romance, c'était une guerre de deux superpuissances. Et c'est précisément de cette bataille de titans que nous parlerons dans le prochain acte. Acte 5. Le mariage du siècle. En physique, il y a une loi. Les charges identiques se repoussent. Dans le monde des relations humaines, deux narcissiques, deux alphas absolus, se détruisent généralement à l'impact. L'histoire de Maria Félix et Jorge Negrete est importante parce qu'elle défie cette loi. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une alliance d'États, comparable à la fusion de deux géants industriels ou à un mariage dynastique de monarques. Jorge Negrete était Charo Cantor, le cavalier chantant, incarnation de la virilité mexicaine, idole, chef du syndicat des acteurs. Il était aussi arrogant, dur et adoré qu'elle. Si Agustín Lara était son trophée, alors Jorge Negrete était son miroir. Dans cette union, Maria tentait de répondre à la question: pouvait-elle coexister avec un égal, ou son pouvoir ne fonctionnait-il que par contraste avec les faibles? Leur relation a commencé par une haine si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. En 1942, ils se rencontrent sur le tournage du film Le Rocher des âmes, El Peñón de las Ánimas. Maria était débutante, Jorge une superstar. La légende raconte que dès le premier jour, Negrete, habitué à la déférence, a demandé à Maria devant toute l'équipe: avec qui dois-je coucher pour comprendre pourquoi vous avez obtenu le rôle principal sans expérience? Toute autre actrice aurait fondu en larmes. Maria, elle, le fixa de son regard légendaire et répondit: vous n'avez pas le courage de le découvrir. Ils se détestèrent pendant 10 ans. Ils ne se saluaient pas, se lançaient des piques dans la presse. Mais comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et le chemin inverse est encore plus court quand le pouvoir entre en jeu. Quand ils se retrouvèrent en 1952, Maria revenait d'Europe en reine, et Jorge était un roi fatigué et solitaire. Leur mariage devint l'événement mondain du siècle au Mexique. C'était le mariage du siècle, retransmis à la radio dans toute l'Amérique latine. La cérémonie elle-même fut orchestrée comme un acte de triomphe national. Maria transforma son mariage en une exposition des réussites économiques nationales et de son propre ego. Le mariage se déroulait dans le domaine de Catipuato. Les invités n'étaient pas des centaines, mais des milliers. Les tables croulaient sous la nourriture nationale, des tonnes de mole, barbacoa, pulque et tequila. Maria, vêtue d'une somptueuse robe rose, elle ignora le blanc de l'innocence, un défi en soi, était assise à côté de Jorge comme une co-souveraine. C'était un moment de sommet absolu. Les deux personnes les plus belles et célèbres du pays étaient unies. On aurait dit qu'ils allaient régner pour toujours. Mais la réalité a frappé durement, paradoxalement rendant Maria encore plus forte. Jorge Negrete était gravement malade. Il avait l'hépatite C, qui détruisait son foie. Leur mariage n'a duré qu'un peu plus d'1 an. En 1953, il meurt à l'hôpital de Los Angeles, tandis que Maria était en tournage en France. Et c'est là que commence le plus intéressant. Comment la Doña a-t-elle réagi? Elle ne s'est pas retirée dans le deuil. Elle a utilisé la mort de son mari pour cimenter son statut de veuve du Mexique. Quand le corps de Negrete fut ramené à Mexico, le cortège funèbre rassembla un demi-million de personnes. Maria marchait derrière le cercueil. Mais notez ce détail qui a choqué la société conservatrice. Aux funérailles, elle est apparue non pas en robe traditionnelle et voile, mais en pantalon masculin. Ce fut un scandale. Une femme en pantalon aux funérailles d'un héros national. Mais ce geste avait un sens caché. En portant un pantalon, Maria semblait dire à la nation: le roi est mort, mais je suis là. Et maintenant, je vais porter les pantalons dans cette maison. Je prends sa force. Elle ne s'est pas laissée prendre en pitié. Elle se tenait au cercueil, les yeux secs, le visage de pierre, droite comme une flèche. Cruauté? Peut-être, mais c'est cette endurance inhumaine qui l'a transformée d'une simple star en une figure mythique, au-dessus même de la mort d'un être cher. Le mariage avec Negrete a appris à Maria que même une union avec un égal est vouée à l'échec, car la vie est finie. La mort de Jorge fut la preuve ultime qu'on ne peut compter sur les gens. Les gens meurent, trahissent, tombent malades. La seule chose qui ne meurt pas, ne tombe pas malade et ne trahit pas, c'est l'or. Après la mort de Negrete,
Maria a définitivement fermé son cœur aux attachements profonds et a transféré sa passion vers ce qui est éternel. Elle a commencé à construire des relations non pas avec des gens, mais avec des choses. Elle a décidé que ses meilleurs amants seraient les diamants Cartier et les antiquités du XVIIIe siècle. Elle a compris, pour être invulnérable, il faut s'entourer de luxe qui éblouit. Ses appétits sont devenus légendaires. Mais une histoire se distingue parmi toutes. L'histoire de comment elle est entrée dans une boutique parisienne avec un prédateur vivant pour commander le bijou le plus extravagant de l'histoire de la joaillerie. Ensuite, nous analyserons comment Maria Félix a utilisé l'argent comme une arme et pourquoi ces crocodiles sont devenus le symbole de son âme. Acte 6. Les crocodiles de Cartier et le langage du luxe. Les gens achètent du luxe pour impressionner. C'est de la frime ordinaire. Mais pour Maria Félix, le luxe avait une fonction bien différente, presque thérapeutique. Souvenez-vous de cette gamine de Guadalajara, sans un sou, humiliée par un mari marchand? Maria Félix a passé sa vie à compenser cette époque avec une frénésie maniaque. Pour elle, les diamants, les meubles anciens, l'or, ce n'étaient pas des ornements, c'étaient des remparts. Elle a compris une vérité cruelle. Les gens trahissent, vieillissent, meurent, comme Jorge Negrete. Mais l'or reste. Le carat d'un diamant, c'est la seule stabilité dans un monde chaotique. Ses relations avec Cartier, ce n'est pas une histoire de shopping compulsif, c'est l'histoire d'une femme qui se crée un exosquelette de pierres précieuses pour que personne ne voie sa vraie peau. Maria Félix possédait l'une des collections de bijoux les plus impressionnantes au monde. Mais elle n'achetait pas ce qui était en vitrine. Elle ne voulait pas du mass market pour millionnaires, elle voulait des totems uniques. La commande la plus célèbre, mythique, fut un collier de 2 crocodiles entrelacés. Ce bijou est aujourd'hui un chef-d'œuvre du XXe siècle. Mais ce n'est pas le prix qui compte, des millions de dollars, c'est l'histoire de sa création. Un acte de domination pure, distillé, sur les maîtres et la nature. En 75, Maria Félix entre dans le flagship Cartier, rue de la Paix à Paris. Elle tient un petit bocal, ou un aquarium selon les versions. Les employés se figent. Maria pose le bocal sur le comptoir en verre. À l'intérieur, un bébé crocodile nage. Elle regarde les joailliers abasourdis et dit de sa voix grave et autoritaire « Je veux un collier qui reproduise exactement cette bête. Et je vous conseille de vous dépêcher. Il grandit vite. » C'était un défi. Les maîtres de Cartier ont travaillé des mois. Le résultat a dépassé toutes les attentes. Ils ont créé 2 crocodiles qui pouvaient s'assembler en collier ou se porter en broches séparées. Le premier crocodile, en or jaune, incrusté de 1029 diamants jaunes fantaisie. Le second, en or blanc, orné de 1060 émeraudes. Les yeux des reptiles faits de rubis. Mais pourquoi le crocodile? Pourquoi pas un cygne, une panthère, symbole de Cartier, une fleur? Le choix de l'animal, c'est de la pure psychologie. Le crocodile, prédateur ancien. Peau épaisse, impénétrable, sans froid. Il survit partout, il est dangereux. En portant 2 crocodiles autour du cou, Maria Félix affichait littéralement « Attention, je mords ». C'était la métaphore de son âme. Elle s'identifiait au prédateur, pas à la proie. Ce bijou était son amulette. Les pierres froides la réchauffaient mieux que les braves hommes. Finalement, cette obsession des objets a mené à un paradoxe. Maria est devenue servante de ses possessions. Elle a créé un musée à son nom où les pièces étaient plus importantes que la maîtresse. Un jour, elle a dit « J'ai tant d'argent que si je le fais fondre, je pourrais paver une rue. » Ça sonne grandiose, mais en y réfléchissant, ça sonne solitaire. Les crocodiles de Cartier sont devenus le symbole de sa victoire sur le monde et de sa défaite en tant qu'être vivant. Elle s'est transformée en statue d'or. Les statues fascinent, mais on ne peut pas les étreindre. Elles sont trop froides et dures. Maintenant que nous avons vu son armure, il nous faut la voir en combat. La vraie grandeur d'un héros se mesure à celle de son ennemi ou rival. Au Mexique, il n'y avait qu'une femme dont la lumière pouvait rivaliser avec l'éclat de Maria. C'était Dolores del Rio, aristocrate, lady, tout le contraire de la sauvage Maria. Leur affrontement était inévitable. C'était le choc de 2 archétypes, la sainte contre la pécheresse. Dans le prochain acte, nous analyserons leur rivalité légendaire et découvrirons comment Maria a utilisé le film Cucaracha pour détruire l'image de bonne fille une fois pour toutes. Acte 7. La grande rivalité, la sainte contre la pécheresse. Dans toute grande mythologie, le héros a besoin d'un opposé. Batman a besoin du Joker,
Mozart a besoin de Salieri, et Maria Félix avait besoin de Dolores del Rio. Dolores était tout ce que Maria n'était pas, et refusait d'être. Dolores del Rio fut la première star latino-américaine à conquérir Hollywood à l'époque du cinéma muet. Elle incarnait l'aristocratie, la sophistication, la douceur et la féminité correcte. Elle était une lady avec un grand L, impeccable, polie, aux manières parfaites, représentante de l'ancienne élite mexicaine. Maria Félix, elle, était un ouragan, une destructrice, une femme qui jurait, portait des armes et regardait l'élite de haut. Leur rivalité n'était pas simplement une bataille entre deux actrices pour les recettes au box-office. C'était un affrontement de deux idéologies, deux façons d'exister en tant que femme dans le monde. La question était cruciale. Qui allait l'emporter? La sainte qui suivait les règles et captivait par sa douceur, ou la pécheresse qui brisait tous les tabous et prenait ce qu'elle voulait par la force? Pendant des années, la presse a artificiellement gonflé ce conflit. Mais les actrices évitaient les confrontations directes. Cependant, en 1959, l'inévitable s'est produit. Le célèbre réalisateur Ismael Rodriguez a réalisé l'impossible. Il a réuni les deux divas dans un même film, La Cucaracha. C'était le coup marketing du siècle. Tout le Mexique retenait son souffle. Qui surpasserait l'autre? Qui éclipserait qui? Le scénario du film reflétait parfaitement leurs archétypes réels. Dolores del Rio jouait une veuve instruite et pieuse, qui suivait la révolution par devoir. Maria Félix incarnait en fait la cucaracha, une femme soldat sauvage, brutale, passionnée, colonel de l'armée révolutionnaire. Sur le plateau, une guerre psychologique subtile s'est déroulée. Dolores, fidèle à son école, jouait sur les nuances, utilisant des micro-expressions et un drame silencieux. Elle espérait que sa classe et son expérience l'emporteraient sur la vulgarité. Maria Félix a choisi la tactique du bulldozer. Elle comprenait que sur l'écran, comme dans la vie, le spectateur regarde celui qui a le plus d'énergie, pas celui qui a les meilleures manières. Elle exagérait délibérément son agressivité. Dans les scènes avec Dolores, Maria occupait tout l'espace. Elle parlait plus fort, bougeait plus brusquement. Il existe une scène célèbre de leur confrontation. L'héroïne de Maria, ivre de pouvoir et de tequila, domine littéralement la frêle héroïne de Dolores. Dans ce cadre, toute l'essence de leur différence est visualisée. Maria est une force terrestre, sale, vivante. Dolores est une beauté céleste, pure, mais passive. Maria Félix a fait en sorte que la correction de Dolores paraisse ennuyeuse à côté d'elle. Elle a transformé la grossièreté en charisme. Le spectateur, qui aurait dû compatir à la pauvre veuve, se surprenait à ne pas pouvoir détacher ses yeux de la colonelle enragée. Dans une interview après la sortie du film, quand les journalistes ont tenté de les opposer, Maria a lâché une phrase qui a mis fin à ce débat. Dolores est une grande dame, et moi, je suis juste une femme. Cette phrase était pleine de venin et de triomphe. Elle savait que les dames sont mises sur une étagère pour être admirées, tandis qu'avec les femmes, on vit une vie pleine de passion et de douleur. Le film La Cucaracha fut un triomphe pour Maria Félix non pas parce qu'elle avait mieux joué, les critiques en débattent encore, mais parce qu'elle a prouvé la viabilité de sa méthode. Elle a montré aux femmes d'Amérique latine qu'être une mauvaise fille était plus avantageux. Tandis que la sainte Dolores souffrait et endurait les coups du sort, la pécheresse Maria ripostait et prenait du plaisir. Elle a tué l'image de la femme mexicaine soumise. Après ce film, il était clair. L'époque des fleurs délicates était révolue. L'ère des cactus aux épines acérées avait commencé. Maria Félix est restée la seule reine, car elle était prête à se salir les mains pour garder la couronne, tandis que Dolores avait peur de tacher ses gants blancs. Le Mexique était à ses pieds. Elle avait vaincu les hommes, elle avait vaincu ses rivales. Elle était devenue une déesse vivante dans son pays natal. Mais ses ambitions ne connaissaient pas de limites. Elle se sentait à l'étroit sur un seul continent. Son regard se tourna vers l'autre côté de l'océan, vers la vieille Europe. Là-bas à Paris l'attendait un nouveau défi, et peut-être le chapitre le plus étrange de sa vie, sa transformation en aristocrate européenne et la gestion de milliards. Comment la sauvage Donia mexicaine a-t-elle fait danser le gratin parisien à son rythme, et est-il vrai qu'on lui a construit une station de métro personnelle? C'est ce que je vais raconter ensuite. Acte 8. Dictateur à Paris. Il existe un stéréotype selon lequel la gloire latino-américaine est un produit local, que la reine des telenovelas, ou la star du cinéma mexicain, perd sa magie dès qu'elle traverse l'Atlantique. À Paris ou à Rome, on regarde les artistes des anciennes colonies avec un léger snobisme, attendant d'eux des danses folkloriques et de l'exotisme,
mais certainement pas du pouvoir. Maria Félix aurait dû être en Europe une curiosité intéressante, mais elle a encore une fois brisé le système. Elle a prouvé que son charisme n'est pas un costume national qu'on enlève à la douane. C'est une qualité innée qui fonctionne dans toutes les langues. Sa période française est importante car elle montre l'ampleur de ses ambitions. Être la première femme du Mexique ne lui suffisait plus. Elle voulait faire partie de l'élite mondiale sans perdre sa nature sauvage. Elle ne s'est pas assimilée aux standards européens, elle a forcé l'Europe à accepter ses règles du jeu. En 1956, déjà icône, Maria se marie pour la 4e fois, et probablement la plus réussie financièrement. Son élu est le banquier et milliardaire français Alex Berger. C'était une union fondée sur le calcul et l'admiration mutuelle. Alex Berger n'était pas un artiste, mais un homme de grande finance et de pouvoir réel. Avec lui, Maria est entrée dans la haute société parisienne. Elle vivait dans un appartement près de l'Arc de Triomphe, dînait avec Salvador Dali et Jean Cocteau. On pourrait penser que le rôle de femme d'un magnate européen implique une certaine retenue, être un bel ornement lors des réceptions. Mais Maria Félix est restée la Doña. Elle a transformé leur mariage en matriarcat. Berger l'adorait tellement qu'il était prêt à remodeler le monde pour elle, littéralement. Il existe une histoire fascinante qui illustre le mieux son influence sur son mari et sur l'infrastructure de pays entiers. C'est l'histoire du métro. La légende raconte que Maria Félix, vivant à Paris, aimait le confort et la beauté du métro parisien, ou plutôt l'idée même de la ville souterraine. Quand elle retournait à Mexico, elle se plaignait à son mari des embouteillages horribles et du chaos sur les routes. Dans un style typique de déesse capricieuse, elle a dit à Alex : « Si tu m'aimes, fais en sorte que ma ville soit aussi moderne que Paris. Je veux un métro à Mexico. » Ça sonne comme un conte de fées, mais la réalité dépasse les attentes. Alex Berger a vraiment été une figure clé qui a facilité la signature des contrats et le financement de la construction du métro à Mexico. Il a utilisé ses connexions dans le gouvernement français et le secteur bancaire pour lancer ce projet colossal. Bien sûr, le métro a été construit par des ingénieurs, mais l'impulsion, ce fameux coup de pied, venait du désir de Maria. Un autre exemple de sa domination, ce sont les courses hippiques. Maria et Alex possédaient l'une des meilleures écuries de France. Maria nommait ses chevaux d'après ses films, Doña, Valentina, Cucaracha. Imaginez la scène à l'hippodrome de Longchamp. Toute la crème de l'aristocratie européenne est là. Comtes, ducs, princes héritiers. Et parmi eux, apparaît Maria Félix, avec un chapeau plus grand que leurs châteaux ancestraux, avec des crocodiles autour du cou. Quand son cheval arrivait premier, ce qui arrivait souvent, elle recevait le trophée non pas avec gratitude, mais avec un air de ⁇ Évidemment, comment aurait-il pu en être autrement ?⁇ Elle ne cherchait pas à être française. Elle soulignait sa différence. Elle parlait français avec un fort accent, mais ne s'en gênait pas. Elle en avait fait sa marque de fabrique. La période de sa vie avec Alex Berger est devenue l'âge d'or de Maria. Elle a eu accès à des ressources illimitées qui lui ont permis de se figer dans le bronze. Elle a prouvé qu'une véritable alpha-femelle ne s'adapte pas à l'environnement. Elle change l'environnement pour elle. Elle peut faire construire des tunnels souterrains par un mari banquier sur un autre continent simplement parce qu'elle n'aime pas être coincée dans les embouteillages. Mais derrière tout cet éclat extérieur, derrière les victoires sur les hippodromes et les dîners avec les surréalistes, se cachait une blessure sombre et pourrissante que même les diamants ne pouvaient refermer. Tandis que Maria jouait à la reine du monde, une tragédie silencieuse se déroulait dans sa propre famille. Son fils, ce même garçon qu'elle avait juré de ramener, avait grandi. Et il n'était pas du tout l'homme que sa grande-mère voulait voir. Enrique Alvarez Félix, le seul homme qu'elle ait jamais enfanté. La seule personne qui avait le droit de l'appeler maman, et non Doña. Mais était-elle vraiment une mère ? Ensuite, nous descendrons des cieux sur terre, dans l'enfer de leur relation familiale. Vous découvrirez pourquoi son fils a passé sa vie à essayer de fuir son ombre, et comment le cœur masculin de Maria Félix a brisé le véritable cœur vivant de son propre enfant. C'est la partie la plus douloureuse de l'histoire. Acte 9. Maternité à l'ombre du monument. Nous entrons dans le chapitre le plus sombre et psychologiquement complexe de cette histoire. Si la brutalité de Maria Félix face aux producteurs et mari suscite notre admiration, car elle se battait contre les puissants, son attitude envers son fils provoque la stupeur. La maternité, c'est le talon d'Achille de toute dame de fer. La nature exige douceur, sacrifice et chaleur d'une mère.
Mais Maria Félix a passé des décennies à tuer ses qualités en elle. Elle ne pouvait pas simplement éteindre son mode dictatorial en franchissant le seuil de la chambre d'enfant. La tragédie d'Enrique Alvarez Félix est un exemple classique de ce qui arrive à un enfant quand son parent est un dieu narcissique. Difficile de grandir quand ta mère est un monument national, projetant une ombre de la taille d'un continent. Dans cette ombre, rien ne pousse, on ne peut que survivre. Enrique était ce garçon que Maria avait arraché à son premier mari. On pourrait penser qu'après une telle lutte, elle l'aurait étouffé d'amour. Mais son amour était particulier. Elle l'a envoyé dans les meilleurs internats à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en France. Elle lui a donné la meilleure éducation que l'argent puisse acheter, mais elle ne lui a pas donné sa présence. Elle construisait sa carrière, tandis qu'il grandissait parmi des étrangers, recevant de sa mère des cadeaux coûteux et des lettres imprégnées d'exigences. Enrique est devenu un homme beau, intelligent, raffiné. Lui aussi est devenu acteur et a connu un succès notable dans les telenovelas mexicaines. Mais toute sa vie, il a porté un fardeau écrasant. Il était le fils de Maria Félix. Maria voulait voir en lui une extension d'elle-même, fort, dur, un macho dominant. Elle voulait y voir les traits de Jorge Negrete. Mais Enrique était différent. Il était doux, sensible, vulnérable. Et ce contraste entre les attentes de la mère et la réalité du fils est devenu une plaie béante pour eux deux. Leur relation ressemblait à un examen éternel, impossible à réussir avec brio. Maria Félix n'hésitait pas à critiquer publiquement son jeu d'acteur. Elle pouvait dire en interview: Enrique est un bon garçon, mais il lui manque du feu. Imaginez entendre cela de sa propre mère, vénérée par toute une nation. Il existe de nombreux témoignages sur la façon dont elle l'écrasait par son énergie. En sa présence, lui, homme accompli de 40 ans, redevenait un écolier timide. Elle contrôlait sa vie même à distance. Mais le moment le plus terrible n'est pas survenu de son vivant, mais à sa mort. En 96, Enrique est mort subitement d'une crise cardiaque. Il n'avait que 62 ans. Maria a survécu à son propre enfant. La réaction de la Doña à la mort de son fils a été l'apothéose de son stoïcisme, frôlant l'inhumanité. Quand les journalistes l'ont entourée aux funérailles, s'attendant à voir une vieille femme brisée par le chagrin, ils ont vu une statue. Maria était impeccablement vêtue, avec un maquillage parfait. Elle n'a pas versé une larme en public. Elle a prononcé une phrase qui glace le sang. Je ne pleurerai pas pour amuser la galerie, mes larmes m'appartiennent. Plus tard, elle a ajouté quelque chose de plus dur, essayant de rationaliser sa perte. J'ai toujours su qu'il avait un cœur faible. Il n'était pas un combattant, comme moi. Même au cercueil de son fils unique, elle n'a pas pu sortir de son rôle de surhomme. Elle a transformé les funérailles en une autre performance publique, où elle est l'héroïne principale de la tragédie, tenant la tête haute malgré les coups du destin. Des amis proches disaient qu'à l'intérieur, elle était détruite. Qu'à la maison, à huis clos, elle hurlait de douleur. Mais son armure était si incrustée dans sa peau qu'elle ne pouvait pas l'enlever, même dans le moment le plus douloureux. Elle était devenue prisonnière de son propre mythe. Elle n'avait pas le droit d'être faible, même en enterrant son enfant. L'histoire d'Enrique montre le prix terrible du pouvoir de Maria Félix. Sa phrase « J'ai un cœur d'homme » s'est avérée prophétique dans le sens le plus tragique. Elle a écrasé son fils par sa masculinité. Dans leur duo, le mâle, c'était elle. Enrique a passé sa vie à essayer de gagner son approbation, mais n'a jamais pu être assez dur pour elle. Et elle, en le perdant, est restée dans une solitude absolue, résonnante, dans ses palais remplis d'antiquités. Elle a vaincu tout le monde, mais a fini seule dans une pièce vide. La mort de son fils a marqué le début de sa fin, bien qu'elle ait vécu encore 6 ans après cela. Mais Maria Félix ne serait pas elle-même si elle avait laissé la pitié pour elle-même prendre le dessus. Même dans sa vieillesse profonde, ayant perdu tous ceux qu'elle aimait, elle a continué à se battre. Et son principal champ de bataille est devenu le féminisme. Elle ne s'est jamais appelée féministe, elle méprisait les étiquettes. Mais ses paroles et ses actions ont fait plus pour les droits des femmes en Amérique latine que des centaines de manifestations. Dans le prochain acte, nous analyserons ces manifestes scandaleux. Comment une femme qui aimait le machisme l'a-t-elle détruit par ses déclarations? Nous découvrirons pourquoi sa citation sur la jupe et le pantalon est devenue le slogan d'une génération entière. Acte 10. Féminisme sans drapeau. Le Mexique du XXe siècle, c'est le triomphe du machisme. Une culture où la femme est cantonnée à la cuisine ou à l'église.
tandis que l'homme règne en maître absolu. Dans ce contexte, Maria Félix apparaît comme une anomalie, un bug dans la matrice. Le paradoxe, c'est que Maria Félix ne s'est jamais proclamée féministe. Pire encore, elle critiquait souvent les féministes de son époque, les voyant comme des plaignardes sans style. Mais ironiquement, elle a fait plus pour l'émancipation des femmes latino-américaines que tous les mouvements politiques réunis. Son importance réside dans son féminisme d'action, pas de slogan. Elle ne demandait pas des droits, elle les prenait. Elle n'exigeait pas le respect, elle détruisait ceux qui ne la respectaient pas. Elle a montré à des millions de femmes qu'on peut porter des corsets et des diamants tout en étant la personne la plus dangereuse de la pièce. La philosophie de Maria Félix reposait sur le concept de machisme inversé. Elle ne cherchait pas à prouver que les hommes et les femmes sont égaux. Dans son univers, la femme, elle en particulier, était un être supérieur, autorisé à tout ce qui était traditionnellement réservé aux hommes. Changer de partenaire, choisir une carrière plutôt qu'une famille, fumer, boire, jurer et gérer son argent. Sa phrase célèbre, devenue un slogan officieux, disait « J'ai un cœur d'homme dans un corps de femme ». Beaucoup l'ont mal interprété. Elle ne voulait pas être un homme. Elle voulait dire qu'elle possédait cette détermination, ce sang-froid et ce manque de sentimentalité que la société attribuait uniquement au sexe fort. Elle enseignait aux femmes l'indépendance financière. Dans une de ses interviews télévisées des années 90, elle a clairement dit « Une femme qui dépend financièrement d'un homme n'est pas une épouse, c'est une esclave. Étudiez, travaillez, ayez votre propre argent. Alors seulement, vous pourrez claquer la porte quand il commencera à se comporter comme un idiot. » Maria Félix utilisait ses apparitions publiques comme des masterclass de domination. Elle a renversé le jeu de l'objectivation. D'habitude, les hommes évaluent les femmes sur leur apparence. Maria a commencé à évaluer publiquement les hommes comme des morceaux de viande ou des accessoires utiles. Un exemple frappant. Lors d'un talk-show, l'animateur lui a demandé si elle souffrait des rumeurs lesbiennes à cause de sa dureté. Maria, au lieu de se justifier ou de s'indigner, l'a regardé avec un calme assassin et a répondu « Si j'étais lesbienne, j'aurais déjà pris toutes vos femmes. Mais heureusement pour vous, j'aime les hommes. Quoique, il y a peu d'hommes. Que des clowns autour. » Elle a détruit son ego en direct, sans élever la voix. Son attitude face à l'infidélité était aussi révolutionnaire. À l'époque, l'infidélité féminine était punie par l'ostracisme social, tandis que celle des hommes était considérée comme naturelle. Maria a déclaré « Je n'ai jamais pleuré pour un homme, parce que quand il partait, j'avais déjà un remplaçant. » Elle a retiré l'homme de son piédestal et s'y est installée elle-même. Cela s'est particulièrement manifesté dans son rapport à l'âge et à la sexualité. Elle affirmait avoir le droit à de jeunes amants, tout comme les vieux riches ont droit à de jeunes filles. La chair est une marchandise, et j'achète le meilleur, semblaient dire ses actions. Elle exhortait les femmes mexicaines à cesser d'être des mères sacrificielles, un archétype profondément enraciné dans la culture, et à devenir égoïstes. Assez de souffrance. La souffrance n'est pas une vertu, c'est de la bêtise, disait-elle. Maria Félix a prouvé que la véritable force d'une femme ne réside pas dans la haine des hommes ou l'imitation, mais dans l'utilisation de leurs ressources pour sa propre grandeur. Elle ne brandissait pas de drapeau féministe, mais elle a donné aux femmes une arme plus redoutable, le respect de soi, soutenu par un compte en banque. Elle a montré que le sexe faible est un mythe inventé par les hommes pour mieux gouverner le monde. Et dès qu'une femme prend conscience de sa force, le système s'effondre. Son héritage, ce ne sont pas des lois votées au Parlement. Ce sont des millions de femmes qui, en la regardant, ont pensé pour la première fois « Pourquoi devrais-je supporter ça ?» Elle a vaincu le patriarcat. Elle a survécu à son fils. Elle est devenue plus riche que les rois. Mais il lui restait un dernier ennemi, le plus redoutable, qu'on ne peut ni acheter ni séduire. Le temps. Comment un narcisse dont la force repose sur une beauté divine affronte-t-il la vieillesse? Est-elle devenue une caricature d'elle-même ou a-t-elle réussi à tromper même la mort? Nous verrons ensuite les dernières années de la Donia. Un jeune amant, une maison vide et l'acte final de son spectacle. Un départ orchestré avec une précision parfaite. Acte 11. Refus de s'effacer. Pour toute femme dont le pouvoir repose sur une beauté éblouissante, vieillir n'est pas un simple processus naturel. C'est une apocalypse personnelle, la perte de son capital principal. L'histoire connaît deux scénarios pour les grandes divas en fin de carrière. Le premier, celui de Greta Garbo.
S'enfermer dans un appartement, couvrir les miroirs et ne pas laisser le monde voir comment le temps détruit la perfection. Le second, celui de Norma Desmond dans Boulevard du Crépuscule. La folie et la tentative de jouer les jeunes, suscitant la pitié. Maria Félix, fidèle à sa nature rebelle, a choisi une troisième voie, totalement unique. Elle a refusé de vieillir selon les règles. Elle a décidé que si son visage se couvrait de rides, elle les masquerait avec encore plus d'or et un comportement encore plus audacieux. Cette période de sa vie est cruciale, car elle montre que le charisme est la seule chose qui échappe à la gravité. À 80 ans, Maria Félix effrayait et fascinait autant qu'à 30. Elle a transformé sa vieillesse en un ultime, grandiose spectacle. Dans ces dernières années, alors que ses contemporaines tricotaient des chaussettes pour leurs petits-enfants, qu'elle n'avait pas, son unique fils étant mort sans descendance, Maria Félix s'est trouvé un nouveau favori. Un artiste français d'origine russe, Antoine Tsapov. La différence d'âge était de plusieurs décennies. Les mauvaises langues murmuraient: elle a perdu la tête, elle achète l'amour. Mais Maria se moquait des commérages. Antoine n'était pas seulement un homme pour elle, mais aussi un miroir. Il peignait ses portraits. Sur ses toiles, elle était éternellement jeune, vêtue de plumes indiennes ou de manteaux royaux. Elle apparaissait en public à plus de 80 ans. Et ce n'étaient pas des sorties discrètes, c'étaient des débarquements. Maquillage éclatant, chapeaux immenses, kilos de bijoux. Elle ne cherchait pas à paraître jeune en portant des mini-jupes. Elle avait choisi l'image de la momie éternelle, un reliquat majestueux qui valait plus cher que toute une génération de starlettes réunies. Ses interviews dans les années 90 sont un manuel de maintien de la dignité. Quand les journalistes tentaient de faire allusion à son âge, elle attaquait la première. Dans le légendaire show de plusieurs heures avec Veronica Castro, la Movida en 1991, Maria tenait le public en haleine pendant des heures. Elle était assise dans un fauteuil comme sur un trône. Elle buvait du champagne, fumait et racontait des histoires sur comment elle avait humilié des présidents et des milliardaires. Dans ses yeux brûlait le même feu diabolique. Elle disait: j'étais très belle, mais la beauté passe, le style reste. On se souviendra de moi non pas parce que j'étais belle, mais parce que j'étais une personnalité. Elle ne suscitait pas la pitié. Une vieille femme qui suscite la pitié, c'est un échec. Maria inspirait la crainte. Les gens la regardaient comme un monument vivant de l'histoire. On aurait dit qu'elle était immortelle. Mais le tour le plus incroyable, elle l'a réservé pour la fin. Même sa mort, elle l'a orchestrée avec la précision digne d'un scénariste hollywoodien. Elle est morte le 8 avril 2002. Ce même jour, le 8 avril, elle est née. Elle a quitté ce monde exactement le jour de son 88e anniversaire. La probabilité d'une telle coïncidence est infime. On y a vu un signe mystique. Maria Félix n'est pas simplement morte, elle a achevé le cycle. Elle a fermé la porte derrière elle au moment précis où elle l'a voulu. Elle est morte dans son sommeil, dans son lit à Mexico, entourée de ses tableaux, de son argent et de ses souvenirs. Sans souffrance, sans hôpitaux, sans la déchéance humiliante. Elle a simplement décidé que le spectacle était terminé, et elle a éteint la lumière. Mourir le jour de son anniversaire est devenu la preuve ultime de son contrôle total sur la réalité. Les gens ordinaires meurent de manière chaotique. Les déesses partent selon un calendrier. Maria Félix a vaincu le temps, transformant sa vie en une figure géométrique parfaite, un cercle fermé. Elle n'a pas laissé de descendants biologiques, mais elle a laissé une légende qui, chaque année, devient plus forte. Elle est partie sans demander pardon et sans regretter quoi que ce soit. Comme elle aimait le dire, je ne regrette pas mes erreurs, je regrette seulement les péchés que je n'ai pas eu le temps de commettre. Le spectacle est terminé, le rideau est tombé. Mais l'écho de sa voix résonne encore. Nous avons déconstruit sa vie brique par brique, de la petite fille humiliée à l'idole toute puissante. Nous avons vu le prix de son armure. Mais quelle conclusion principale devons-nous tirer de cette histoire? Cette puissance absolue valait-elle la solitude dans laquelle elle s'est retrouvée à la fin? Dans la partie finale, nous ferons le bilan et répondrons à la question principale. Qui a réellement gagné cette bataille? La femme Maria ou le mythe, la Donia? Et pourquoi sa philosophie est-elle aujourd'hui plus pertinente que jamais? Nous avons parcouru un long chemin de Guadalajara à Paris, de l'humiliation au pouvoir absolu. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces de ce puzzle complexe pour voir l'image complète. L'histoire de Maria Félix n'est pas simplement la biographie d'une actrice, c'est un manuel de survie dans un monde qui est, dès le départ, contre toi. Beaucoup tentent d'imiter son style. Ils achètent de gros bijoux, apprennent à lever un sourcil, lancent des répliques cinglantes. Mais ils ne copient que la façade. Ils passent à côté de l'essentiel.
L'essence de la Donia n'est pas d'être une garce. C'est d'avoir une foi absolue et inébranlable en sa propre valeur, même quand le monde entier essaie de prouver le contraire. Maria Félix est morte, laissant derrière elle une fortune de millions de dollars, une collection de tableaux de Diego Rivera et des palais vides. Mais son véritable héritage, c'est un changement de mentalité. Elle a été la première femme dans le monde hispanophone à oser dire « Je m'aime plus que je ne t'aime ». Pour une culture catholique où la femme est avant tout une mère sacrificielle et une épouse soumise, c'était un blasphème. Pour les femmes modernes, c'est devenu une libération. Elle a prouvé que l'égoïsme peut être une forme de préservation de soi, que l'ambition n'est pas un vice, mais un carburant. Cependant, en l'admirant, nous devons être honnêtes. La réalité dépasse les attentes, et cette réalité est amère. Maria Félix a vaincu tous ses ennemis. Mais le prix de cette victoire a été monstrueux. Elle s'est transformée en une forteresse sans fenêtre ni porte. Une telle forteresse est impossible à envahir pour blesser, mais il est aussi impossible d'en sortir pour embrasser quelqu'un. Elle a remplacé la chaleur par l'or. Elle a remplacé l'amour par l'adoration. Elle a remplacé la famille par des fans. Était-elle heureuse? Dans le sens conventionnel, probablement pas. Dans son propre sens, absolument. Elle a choisi le pouvoir plutôt que le bonheur, et elle n'a jamais regretté ce marché. Sa vie nous enseigne une leçon importante. Vous pouvez devenir invulnérable si vous tuez en vous le besoin d'approbation et la peur de la solitude. Si vous êtes prêt à devenir un monstre pour la liberté, personne ne pourra vous enchaîner. Maria Félix n'était pas une sainte. Elle était égocentrique, cruelle, narcissique. Mais c'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas détourner le regard. Dans un monde plein de fausses humilités et de sourires hypocrites, son arrogance honnête agit comme une gorgée d'eau glacée. Elle ne jouait pas le rôle d'une femme forte. Elle est devenue une force avec laquelle les présidents, les artistes et les milliardaires devaient compter. Elle est partie invaincue. Le temps a pris son corps, mais n'a pas pu détruire son mythe. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, quand quelqu'un essaie de montrer à une femme sa place, l'ombre de Maria Félix se dresse derrière elle et, levant un sourcil, murmure « Ta place est là où tu le souhaites. Et s'il n'aime pas ça, achète cette maison et mets-les dehors. » Vous venez de voir l'histoire d'une femme prédatrice. Maria Félix a conquis le monde par l'agression. Elle brisait les hommes, humiliait les producteurs et portait son pouvoir comme une épée. C'était le pouvoir du sang chaud. Mais il existe une autre façon, bien plus sinistre, de devenir une icône immortelle. La méthode de l'acier froid. Que diriez-vous si je vous disais qu'une autre grande diva du XXe siècle n'est pas née déesse, mais s'est construite elle-même, pièce par pièce, comme Frankenstein. Maria Félix est née belle, mais la prochaine héroïne s'arrachait les dents de sagesse pour obtenir des joues creuses. Elle utilisait du ruban médical pour tirer sa peau sur son crâne jusqu'à saigner. Et à la fin, elle s'est volontairement enfermée dans une pièce pendant 12 ans, transformant sa chambre en un tombeau rempli d'immondices et de bouteilles vides, juste pour que le monde ne la voie pas vieille. Maria Félix a combattu le monde. Marlène Dietrich a combattu sa propre biologie et a perdu. Voulez-vous découvrir l'anatomie effrayante de l'ange bleu? Vous verrez non pas une actrice, mais l'illusion optique la plus cruelle du siècle.